Salut à vous les amis de la terreur. Le spiritisme. De Victor Hugo, qui affirmait recevoir des messages de Shakespeare, Molière ou même de l'océan, jusqu'à Honoré de Balzac et Arthur Conan Doyle, la communication avec l'au-delà a toujours fasciné. Même l'inventeur Thomas Edison voulait construire en fait une machine qui s'appelait le nécrophone, qui n'a pas eu le temps de terminer avant de mourir, mais pour communiquer avec les morts, justement. On m'a rapporté des anecdotes de séances du spiritisme qui avaient mal tourné, parce que, évidemment, on s'en doute, les esprits ne seraient pas tous bienveillants, bien au contraire. Mais comme sur la chaîne Sturpy Horror Stories, on n'a peur de rien, installez-vous confortablement, mettez votre casque, et nous partons à la visite du monde des esprits. Mais attention, le tueur des limbes vous attend de l'autre côté. Bon voyage. L'homme se penche au-dessus de la falaise. 300 mètres de vide où se jettent les eaux des cascades du Saut du Loup. Le sol, recouvert de mousse, est glissant. Dans la clameur de l'orage qui obscurcit les horizons, l'enfant aux côtés de l'homme est pétrifié de terreur. Il raidit son corps pour empêcher son ravisseur de le tracter vers le précipice. Mais Romuald de Charvin a prévu autre chose. Tout d'abord, il attache les mains du petit garçon à l'aide d'une cordelette. Pitié, monsieur. D'un geste froid, il ôte le gant en cuir de sa main gauche et le fourre dans la gorge de l'enfant pour ne plus entendre ses supplications. Ensuite, il enroule une seconde cordelette autour de son propre corps et se ligote solidement au garçonnet. Cesse de pleurer, tu es chanceux. Je t'emporte avec moi. Sur ces mots, il avance de 2 pas et se jette dans la gueule noire de la faille rocheuse. La cordelette se tend et le poids de son corps entraîne celui du petit garçon à sa suite. En fin de course, leur corps se fracasse sur les rochers saillants. Le courant emporte les dépouilles à travers les Alpes-Maritimes jusqu'à les recracher dans les bras de la mer Méditerranée. Un témoin a assisté à la scène, sans pouvoir intervenir. Un pêcheur. L'affaire fera grand bruit. Bienvenue dans ce nouvel écho du crépuscule. Ce soir, nous partons visiter les limbes, un lieu que l'on prétend être situé entre la terre et les enfers, là où le crime reste impuni, mais où peut-être vous retrouverez quelques vieux amis. Je mets la musique en sourdine. Sur le siège passager, ma compagne Laetitia dort depuis un bon quart d'heure. Nous retournons demain sur les lieux de notre rencontre, le Festival du Livre de Nice. Plus de 250 auteurs, au milieu desquels Laetitia et moi avons notre place 1 an sur 2. Cette année encore, nous allons y exhiber nos bébés respectifs. Elle, son thriller exotique intitulé « Meurtre sous les tropiques », un titre que je lui avais déconseillé pour sa banalité, et moi, j'allais défendre mon essai, « Les dogmes de la matière », un titre ronflant qui, je l'avoue, pour le moment attire moins de chaland que « Les meurtres sous les tropiques » de celle qui sera ma femme à l'hiver prochain. Comme en tout art, le grand public n'aime pas se prendre la tête. C'est un sujet de controverse entre elle et moi. Nous nous sommes fiancés le mois dernier, le jour de mes 32 ans. La route monotone m'hypnotise. Le défilement des lignes blanches à droite, à gauche, m'emporte dans des amorces de rêverie que je tente de refouler. Plus qu'une 60aine de kilomètres avant d'atteindre Nice. Pas question de s'arrêter maintenant. Je tiens beaucoup à éviter les péages, alors forcément c'est plus long. Surtout que nous avons déjà fait 2 pauses. Plus de 13 heures de route, avec les engorgements aux abords de Lyon, 6 heures plus tôt. Dans une grisaille d'automne, bien que nous soyons fin mai, nous sommes partis de Longwy, en Lorraine, une ville frontalière avec la Belgique et le Luxembourg. J'ai pas mal allumé dans les zones sans radar, mais malgré ça, on ne sera pas arrivé avant 23h30. Les mains agrippées au volant, je lutte contre le sommeil qui tente perfidement de m'assaillir.
Vous connaissez sûrement cet état dans lequel on ne se rend pas compte que tout à coup, notre esprit a switché sur un fragment de rêve et qui nous emporte naturellement vers le pays des songes, comme si c'était la continuité de la réalité. Je me trouve actuellement dans cet état. Je me tapote la joue. Allez, plus qu'une heure à tenir. Je termine ma canette de boisson énergisante d'un trait. C'est tiède et sans bulle, dégueulasse. Un abruti m'éblouit avec ses pleins phares. Je lui fais un appel. Il me croise sans avoir eu la courtoisie de réagir. Je replonge dans le triangle soporifique de mes propres lumières. Puis soudain, à droite, sur le bas-côté, je vois surgir une petite silhouette. Un enfant. En tout cas, ça y ressemble. J'hésite à ralentir, mais je n'en fais rien. Impossible qu'il soit seul à cette heure, perdu au bout d'une nationale ténébreuse. Au moment où je passe à sa hauteur, j'aperçois une grande ombre noire derrière lui. L'ombre glisse rapidement un bras au-dessus de la tête de l'enfant et plaque sa main sur sa bouche avant de l'emporter dans la noirceur des taillis. Je jette un œil inquiet dans le rétroviseur sans savoir quelle conclusion tirer de ce que je viens d'observer. Et j'envisage brusquement la probabilité d'être endormi, car ce que je vois dans le petit rectangle me pétrifie tout en étant totalement impossible. L'enfant est assis sur la banquette arrière. Une grimace de terreur déforme son visage. Il agite les bras et semble hurler, mais je ne l'entends pas. À ce moment, j'ouvre les yeux. Trop tard. Je n'ai que le temps d'être frappé de plein fouet par les feux d'un camion. La gueule chromée de sa calandre percute l'aile gauche de mon Opel. Je donne un violent coup de volant à droite. La voiture part en tonneau, le train arrière se soulève violemment dans un salto rigide. Et Laetitia est éjectée à travers le pare-brise avant que l'airbag ne se déclenche. La course chaotique stoppe brutalement contre un platane et je suis éjecté à mon tour. J'avais pourtant bouclé ma ceinture, contrairement à Laetitia qui s'en était libérée pour dormir. Je ne sais par quel miracle, j'ai l'impression d'être indemne. Je me précipite vers le corps de Laetitia étendu sur un lit d'ortie. Elle respire. Son cœur bat. Mon Dieu, vite, quelqu'un! Je fouille autour de l'épave de tôle rabougrie pour trouver nos smartphones. Rien. Sans doute sont-ils restés coincés dans la carcasse dont l'habitacle recroquevillé m'est inaccessible. Le routier est vite. Dans la confusion de l'accident, je ne me suis pas rendu compte que ce connard avait fui. Ce fumier n'a même pas cherché à savoir si nous étions en vie. Il s'est barré en nous laissant pour morts. Je peux te jurer que tu vas pas t'en tirer comme ça, mon bonhomme. Espèce de lâche. Aucune idée de l'endroit où je me trouve. Le GPS indiquait un village paumé à quelques centaines de mètres. Mornombeux ou quelque chose comme ça. L'accident m'a complètement sonné. Je n'entends plus rien. Mon corps est en coton. Laetitia suffoque, ouvre les yeux, puis les referme. Je m'approche. Accroche-toi, mon cœur. Je vais trouver des secours. Ma voix est sourde et ma vue se brouille par moments. J'espère ne pas avoir des séquelles invisibles, comme une rupture interne d'un organe vital, par exemple. Ce genre de truc arrive. Une voiture. Je m'élance sur la chaussée et lui fais de grands signes. Mais le conducteur ne ralentit pas. J'ai juste le temps de m'ôter de son chemin pour ne pas être heurté. Que des connards sans civilité sur cette route maudite. Une âme charitable finira bien par passer. Mais plutôt que d'attendre, j'avance en longeant la route. Je ne me serais jamais imaginé pouvoir courir aussi vite. L'accident m'a tellement retourné que je ne ressens ni la douleur ni la fatigue. Je n'ai qu'un objectif, trouver de toute urgence un téléphone pour sauver Laetitia. J'aperçois les murets d'une propriété isolée au loin. Sans croiser le moindre véhicule, je rejoins l'allée de cette propriété en quelques secondes. Ma notion du temps me joue des tours. J'évolue dans un état second qui ressemble à celui procuré par de hautes doses d'alcool. Me voilà devant le perron de la maison. La sonnette retentit faiblement depuis l'intérieur. La porte s'ouvre lentement. Et d'abord, je ne vois personne pour m'accueillir. Je passe la tête par l'entrebâillement. Un couloir s'étend de chaque côté. S'il vous plaît, y a quelqu'un? J'ai eu un accident, j'ai besoin d'aide. Ma compagne est blessée, c'est urgent. Et là, un petit garçon surgit à l'angle gauche du couloir.
Il doit être âgé d'à peine 6 ou 7 ans. Bonjour petit, tu peux m'aider? J'ai besoin d'un téléphone. Va vite chercher tes parents, s'il te plaît. Il s'approche de moi en silence. Je reformule ma requête. Tu peux aller chercher tes parents rapidement, s'il te plaît? Il me regarde, d'un air désespéré. Et merde, je le reconnais. C'est le petit gars que j'ai vu dans le rétro juste avant l'accident. Me serais-je rendormi? Ou alors mes sens sont complètement détraqués? Je ne sais pas écrire. Me dit-il sur un ton éperdu. Je reste un instant figé, avant d'insister. Allez petit, un téléphone, vite! Quelqu'un est en train de mourir! Mourir, ça fait même pas mal. Je ne sais pas écrire. Interloqué, j'hésite entre me foutre en rogne et foncer dans la maison à la recherche du téléphone. Mourir, ça fait même pas mal. Les deux ne sont d'ailleurs pas incompatibles. Il y a quelque chose d'étrange chez ce gamin. Et puis, ce qu'il vient de dire. Mais dis-moi, je ne sais pas écrire. Son visage s'imprègne subitement d'une terreur effroyable. Oh non, il est revenu. L'enfant fait volte-face et s'enfuit dans la direction par laquelle il était apparu. Où sont donc les parents de ce pauvre gosse? Je me lance à sa poursuite. Le couloir forme un U. Derrière une porte blanche sur ma droite, je perçois des voix sourdes. Je m'arrête pour écouter. Je m'apprête à cogner le battant, mais alors que mon regard bascule vers la serrure, une chose étrange se passe. J'ai l'impression, et même la certitude, de glisser par le trou de cette serrure pour me retrouver de l'autre côté de la porte. Je suis dans le salon central de la maison. Moquette sombre, boiserie rustique, bahut en chêne massif, lumière tamisée et surtout au milieu, une table ovale, autour de laquelle sont assis 4 personnes. 3 hommes et une femme. Le bout de leur index droit est posé sur un verre renversé au centre de la table. Le verre est lui-même placé au milieu d'un cercle formé des lettres de l'alphabet. Les adverbes oui et non, inscrits respectivement sur 2 cartes, ont été posés de part et d'autre de ce verre. Tout comme moi, vous venez de comprendre. Nous déboulons dans une séance de spiritisme. Et peut-être que tout comme moi, vous réalisez aussi ce que j'ai toutefois du mal à concevoir. Mourir, ça fait même pas mal. Vous et moi ne sommes plus du même monde. Je suis passé de l'autre côté, sans m'en rendre compte, en douceur. C'est bien fait la vie. Enfin, la mort. Me voilà, esprit sans corps, évoluant comme une volute de particules invisibles dans l'éther, entre 2 mondes. En clair, je suis mort. Et ça se confirme lorsque je me focalise sur le verre renversé. Dans une espèce d'évanouissement, je me sens plongé à l'intérieur de la cloche translucide, et mes particules s'agitent à l'intérieur. L'un des spirites, un homme d'une 50aine d'années portant des lunettes ovales sur un visage anguleux, chuchote. Il est parmi nous. Ce n'est pas lui. Infirme celui assis sur sa droite tout en lissant son bouc de la main gauche. Celui-ci, un peu plus âgé que son voisin, semble expérimenté dans le domaine du spiritisme. Sans aucune volonté de ma part de lire en eux, c'est pourtant ce que je fais. Au-delà de leur enveloppe charnelle, les émanations de leur fort intérieur sont pour moi comme des livres ouverts. Il y a ici Gérard, qui n'a pas encore parlé. Malgré sa calvitie prononcée, c'est le plus jeune. Il est en deuil, tout comme sa femme, Clara, assise face à lui. Elle porte un élégant chapeau noir dont le voile de mousseline tombe comme un rideau devant son visage fermé. Gérard est sceptique, il ne voulait pas venir. Mais sur l'insistance de ses 2 frères et pour pallier au désespoir de Clara, il s'est laissé convaincre de participer à ce rendez-vous avec les esprits. Avec une limpidité que j'apprivoise encore mal, leurs émotions me parviennent dans un déluge de contradictions. Mais le sentiment qui domine est une profonde mélancolie, et même de la détresse. Oui, les 3 hommes sont frères. Nous nous trouvons dans la demeure de l'aîné, celui qui dégage le plus d'énergie. Raymond. Une balafre blanchie, mal dissimulée par son bouc gris, court du haut de sa lèvre jusque sous son menton.
stigmate d'une baston de rue entre bandes rivales. Les souvenirs de chacun d'entre eux, et ceux de Clara, m'assaillent dans un flot que je ne maîtrise pas encore. Ma nouvelle condition semble demander de l'adaptation. Mais si j'en crois les récits religieux, j'ai l'éternité devant moi pour apprendre. Péniblement, je fais le tri. L'homme maigre, aux lunettes ovales, se nomme Jacques. Quant à Clara, leur belle-sœur, elle reste muette depuis la disparition de son enfant, Rémi, survenu il y a 3 semaines. Je n'ai aucun doute. C'est le petit qui m'est apparu dans la voiture et m'a accueilli à l'entrée de cette maison. Tous les 4 savent que l'enfant s'est probablement noyé, emporté par son ravisseur qui s'est jeté d'une falaise. Oui, Rémi a été kidnappé. Et son kidnappeur s'est donné la mort en l'emmenant avec lui. Un pêcheur se trouvant non loin de là a été témoin de la scène et a rapporté ce qu'il avait vu aux enquêteurs. Il est formel. Il a reconnu le ravisseur. Romuald Charvin, c'était son nom, bien connu de la presse. Il semblerait que l'ignoble personnage continue de poursuivre sa proie au-delà de la mort. Un tueur tristement célèbre que la justice avait jugé réhabilitable après 15 ans de détention. La libération de Romuald Charvin avait fait un scandale. Parce que oui, on le soupçonnait d'être à la source d'une série de disparitions, des affaires irrésolues pour lesquelles la justice n'avait pu recueillir suffisamment de preuves pour l'impliquer. Il avait finalement écopé d'une peine pour le meurtre avéré d'une gamine de 9 ans, la petite Tamara. Et ce mec odieux rôde désormais dans les limbes, continuant à harceler ses petites victimes. Les problèmes ne cessent donc pas avec la mort. Pour moi, rien n'existait au-delà du corps matériel. J'étais adepte de la pensée cartésienne. Mon essai, les dogmes de la matière en attestaient. Je m'étonne de constater qu'il reste une empreinte de ce que nous avons été, que le souvenir de la forme persiste dans une dimension qui paraît ne pas en avoir. L'esprit est à la base de tout. Comme la majorité des humains, je croyais fermement que mon cerveau était le générateur de toute conception. Mais il n'en est rien. Un lien étroit existe entre le visible et l'invisible. L'étincelle de vie provient d'autre chose que de nous-mêmes. Et dans le même temps, nous en faisons partie. La machine à penser que j'étais n'était que le véhicule de quelque chose de plus subtil. La vie terrestre n'est qu'une étape d'un processus évolutif complexe dont nous ne sommes pas les instigateurs. C'est un concept que j'aurais réfuté, d'autant plus si on m'avait affirmé que l'image de mon corps persisterait dans un monde sans apparence. Dans l'univers, rien ne se crée, rien ne se perd. Tout se transforme, attestait le chimiste Antoine Lavoisier. Et je constate la justesse de cette observation. Je me suis effectivement transformé, mais si vous étiez à même de me voir, je vous apparaîtrais tel que je fus de mon vivant. Enfin, presque. C'est en tout cas l'image que je communiquerai à votre esprit. Avant toute chose, je dois sauver Laetitia, parce que même si mourir ça fait pas mal, la vie mérite qu'on la préserve. En tout cas, celle de Laetitia. Je dois désormais veiller sur elle. Je me concentre pour diriger le verre. En dépit de la résistance de Gérard, je parviens à atteindre les 3 lettres les plus rapides qui me viennent. SOS. Mais tout de suite, je sens que mon message va être mal interprété. Si seulement je pouvais communiquer directement avec l'un d'entre eux, les choses seraient plus simples. Jacques, l'homme aux lunettes ovales, fixe le verre de son regard bleu pâle. Il répète « SOS, oui mon petit Rémi, nous savons que tu es en danger. Dis-nous comment t'aider. » Non, ce n'est pas lui. Intervient Raymond le costaud. Méfions-nous, c'est peut-être un piège. Raymond, l'aîné de la fratrie, semble plus sensible que les autres aux présences spirituelles. Mais il n'est pas non plus ce qu'on pourrait appeler un médium. Comment leur faire comprendre ? Comment résumer la situation en quelques mots, formés lettre par lettre ? La barrière du corps est si contraignante. Je me concentre sur la meilleure manière de formuler mon message. Allez, je déplace le verre aussi rapidement que leurs doigts unis me le permettent. A, répète Jacques. P, Jacques répète encore. P. Oui, ça va, on a compris. S'agace Raymond. Je ressens la vexation de Jacques, mais devant son grand frère, il sait qu'il vaut mieux abdiquer. Raymond était un dur à cuire. Je continue. A, P, P, E, L, S, E, C, O, U, R, A, C, C, I,
D-E-N-R-O-U-D-E. Jacques ne peut s'empêcher de retranscrire, et c'est tant mieux, car Gérard le sceptique n'a pas suivi. Appel secours. Accident route. C'est bien ça? Raymond incline la tête, je sens qu'il commence à saisir. Quand cet accident est-il survenu? Demande-t-il. Je réponds en anglais pour aller plus vite. Now. Now, ça veut dire maintenant en anglais. Traduit le maigre à lunettes. Un esprit anglais? Non, je pense qu'il a voulu gagner du temps. Il reprend d'une voix plus forte. Très bien, esprit. Ton message est urgent. Dis-moi où a eu lieu l'accident. J'écris. Near your house. Jacques ouvre la bouche, Raymond le coupe. Oui, ça va. Ça veut dire près de la maison. Près d'ici? Baragouine le grand maigre. Je réponds oui. Pourquoi diable n'ont-ils pas mis de chiffres? Je fais courir le verre rapidement. Call 18, vite. Il nous demande d'appeler les pompiers. Raymond est le premier à se lever. Il enfile son perfecto. Viens avec moi, Jaco. On va jeter un coup d'œil dehors. Il pousse la porte donnant sur le couloir, mais n'a pas le temps de franchir le seuil. Le battant se rabat contre le chambranle avec la violence d'un pied jaloux. Frappé au genou, Raymond recule brusquement en heurtant son cadet qui tombe à la renverse. Gérard se lève à son tour. Clara parcourt la pièce d'un regard inquiet, sous son voile de dentelle. Je me détache du verre. La surprise les a effrayés. Mais ils seraient figés d'effroi si seulement ils voyaient ce que je vois. S'étirant comme la toile macabre d'une araignée noire, l'énergie maléfique empreinte de la silhouette de Romuald Charvin flotte au-dessus de l'assemblée. Comment les avertir? L'ombre du tueur se distille lentement en rampant le long des moulures du plafond. Ces ondes noires se diluent dans l'atmosphère comme de l'encre dans de l'eau. Il prend insidieusement possession des lieux. Mon lien avec les 4 membres de cette famille est rompu. Je n'ai aucun moyen de communiquer avec eux. Je peux juste ressentir leur confusion. Ils se demandent si l'esprit avec lequel ils viennent de communiquer est le même que celui qui a claqué la porte. Ils se demandent si la porte va s'ouvrir. Je sais déjà que non. Jacques se relève puis ramasse ses lunettes. Il se dirige vers la porte et agite la poignée, en vain. Pendant ce temps, Romuald Charvin tournoie comme le prédateur qu'il est. Sournoisement, sans empressement. J'évite le contact en m'insinuant dans les rares recoins encore préservés de sa présence. J'atteins la serrure. Coulant à l'intérieur, je rejoins le couloir comme je l'avais quitté. Le petit Rémi se tient là, immobile. Il me paraît plus flou que tout à l'heure. Plus pâle. Ne reste pas là, petit. Va-t'en. Va n'importe où, mais loin d'ici. Une expression pitoyable s'accroche à son visage livide. Il me souffle. Je peux pas. Pourquoi? D'un geste lent, il lève son bras droit et me montre une sorte de bracelet à 5 branches, agrippé à son poignet. Ce bracelet rappelle vaguement une main distendue, qui se cramponne et s'allonge dans les interstices de la porte. Je devine aisément où est ancrée l'autre extrémité de ce lien immatériel. Charvin garde sous son joug l'âme du pauvre enfant qu'il a arraché à une vie pleine de rêves, des rêves avortés. Et à voir cette petite silhouette fragile vaciller et devenir translucide, je discerne que mon bourreau le vampirise. Il le vide de son énergie et bientôt, aucun fragment de souvenir du petit être qu'il a été ne subsistera. L'arracher à la vie dans la peur et la souffrance n'a donc pas suffi à Charvin. Il veut en plus l'anéantir, dissoudre totalement son âme innocente. La cruauté au-delà de la mort, encore un concept que mon esprit rationnel de vivant n'aurait pas pu concevoir. En même temps que je cherche un moyen de lui venir en aide, l'image de Laetitia blessée m'appelle. Je me retrouve instantanément auprès d'elle. Des flashs bleus déchirent les ténèbres de la forêt aux abords de la route. Un immense soulagement se diffuse au cœur de mes particules. 2 ambulanciers la transportent sur un brancard, en direction des gyrophares. Peut-être le routier ou un automobiliste passant par là aura appelé les secours. L'ambulance démarre et je la suis. Laetitia est vivante. Elle sera sauvée. Une part de moi-même reste à ses côtés tandis qu'une autre part retourne à la maison de Raymond Baduro. Cette part de moi ne l'avait d'ailleurs pas réellement quitté. Libéré de l'entrave matérielle, l'esprit peut se trouver partout à la fois. C'est une sensation étrange, déstabilisante.
Les déplacements d'un point à un autre n'existent plus. Les distances, concept tout à fait relatif conçu par la contrainte d'un corps et de ses 5 sens, sont abolies. Bref, j'ai plus important à faire que de m'émerveiller sur les facultés que me prodigue mon nouvel état. Je retrouve le petit Rémi encore plus pâle, presque translucide. Charvin l'aura bientôt totalement absorbé. Je décide d'agir. J'investis le salon, faisant fi de la présence du tueur. Je me concentre sur le verre retourné que les spirites ont laissé à l'abandon. J'essaye de le faire bouger en douceur, mais il vole à l'autre bout de la pièce. Les 4 séquestrés se sont massés près du bahut en chêne, en proie à une terreur qui transpire de leurs auras. Des objets se mettent à voler à travers le living room. Un vase se brise contre un mur. La table ovale se renverse. Les vitres tremblent. Raymond s'est placé devant les 3 autres et fait rempart en écartant les bras. Il tonne d'une voix mal assurée. On doit congédier cet esprit, vite. Répétez après moi. Esprit, qui que tu sois. Les 2 frères répètent. Esprit, qui que tu sois, Clara reste enfermée dans son mutisme. Nous t'ordonnons de quitter ce lieu sur le champ. nous t'ordonnons de quitter ce lieu sur le champ. Va-t'en, esprit. Ta place n'est pas ici. Va-t'en, esprit, ta place n'est pas ici. Mais Romuald de Charvin s'acharne. Je le vois virevolter autour de leur tête, cherchant un moyen de les atteindre. Leur peur semble être un canal privilégié. C'est par ce biais que l'esprit du tueur s'insinue peu à peu en eux, comme dans une fêlure de la muraille qui sépare les 2 mondes. Cette pourriture ne prête aucune attention à ma présence, mais je capte l'entièreté de son existence et de ses intentions. Et elle me pétrifie. Cette saloperie n'a vécu que pour la souffrance, pour le plaisir qu'elle lui procurait lorsqu'il l'infligeait à d'autres. Ce genre d'esprit existe, et les bonnes âmes ont beaucoup de mal à le concevoir. On ne peut pas imaginer la cruauté comme un moteur. C'est pourtant l'unique motivation de cette entité, qui fut naguère un homme. Le germe du mal était en lui. Il l'a cultivé, entretenu et amplifié durant son existence terrestre, jusqu'à n'être plus qu'une masse de colère et d'abjection. Il me fait peur. Et déjà, je le sens s'agripper à moi. L'énergie que je dégage tout à coup l'intéresse. La terreur est pour lui comme le sang qui attire le requin. Je dois lutter pour évacuer la sensation d'effroi de mes particules. Mais ce résidu de malfaisance, ce pur fragment de noirceur qui tente de se fondre en moi, me paralyse. Sans protection corporelle, je suis une proie facilement atteignable. Le visage de Charvin, comme imprimé dans une étoffe noire, se distend. Un visage qu'on jugerait esthétiquement agréable s'il n'était pas disgracié par une mine haineuse. Un semblant de bouche étirée à outrance. Sans un bruit, il étend toute la masse sombre de la matière impalpable dont il est constitué. Il voudrait remplir le living room de sa noirceur, mais n'y parvient pas. Il s'effiloche dans l'attitude d'un nuage d'orage. Sa frustration décuple sa rage. Je saisis clairement ses ambitions, les mêmes que celles de la grenouille qui voudrait se faire aussi grosse que le bœuf. Il veut littéralement dérober, ingérer le plus d'énergie possible pour se dilater. Insatiable, il ne compte pas s'arrêter à 5 ou 6 âmes, mais bien s'en accaparer le plus possible. Le petit Rémi fera bientôt partie intégrante de lui si je ne parviens pas à le stopper. Et puis, il me dissoudra à mon tour, avant de s'attaquer aux vivants. Ou peut-être s'occupera-t-il d'abord d'eux. Il hésite. Je n'ai aucune idée de la manière de procéder pour lui faire barrage. Cependant, la coque constituée de chair des vivants a l'air de ralentir sa progression. Si seulement je pouvais communiquer avec eux. J'inspecte le salon pour trouver un moyen. Dans le coin nord-est, un vieux téléphone décoratif posé sur un guéridon me donne une idée. Les défunts peuvent, paraît-il, joindre les morts par le biais du réseau téléphonique. J'espère que ça fonctionne aussi sans abonnement. Je me concentre sur l'appareil et je pense « impulsion ». Je répète ce mot comme un mantra. Impulsion. Impulsion. J'essaye d'y croire de toutes mes forces. Et à ce moment, je parviens à faire retentir la sonnette du vieux téléphone à plusieurs reprises. La petite assemblée a rasé les murs pour atteindre la porte, toujours fermée. J'attends une réaction de leur part,
Mais le téléphone qui sonne ne fait qu'accentuer leur panique. Je vois Raymond porter une main à sa poitrine, du côté gauche. Je cesse d'activer la sonnerie, mais les yeux du frère aîné sont écarquillés et son corps s'est raidi. La masse de Charvin est sur lui et l'inonde de son fluide de terreur. La peur glaçante s'infiltre dans le sang du grand costaud. Pourtant Raymond en a vu d'autres au cours de sa vie. Il n'était pas le genre de type à se laisser marcher sur les pieds. La balafre au bas de son visage n'est pas la seule séquelle de son passé tumultueux. Des brûlures sur ses flancs et ses jambes témoignent du drame auquel il a échappé quand il avait 21 ans. Derrière lui, Jacques et Gérard donnent sans succès des coups de pied dans la porte. La mère du petit Rémi se plaque contre le mur à droite, les mains jointes et les coudes resserrés devant son corps frêle pour se protéger. Tout en investissant le corps de Raymond, Charvin continue de terroriser les autres en envoyant valser des objets à travers la pièce. Des vases, des bibelots, une collection de poupées russes, des oiseaux en cristal. Et le téléphone finit fracassé contre le bahut en chêne. À ce moment, le corps lourd de Raymond s'effondre sur le parquet. Il lâche un râle tandis que son esprit quitte brutalement son enveloppe charnelle. Tout comme moi, il ne réalise pas encore son nouvel état. J'attire son attention et je ne perds pas plus de temps. Je lui expose la situation. Sans les mots, tout va très vite. Le message est instantané. Raymond saisit les tenants et aboutissants de l'instant dans leur globalité, toutes les circonstances de ce qui est en train d'arriver en une fraction de seconde terrestre. Mon accident, le petit Rémi présent mais incapable de se manifester, l'emprise du tueur sur sa pauvre âme et le danger imminent propagé par son ombre noire qui s'étend telle une nappe de brume. Nous sommes maintenant 2 contre Charvin. Cela nous donnera-t-il l'avantage ? Je l'espère. Raymond et moi vibrons sur la même longueur d'onde. Le pouvoir d'absorption de Charvin n'est sûrement pas réservé qu'à lui seul. En fondant sur lui, il est probable que nous puissions le dissoudre. Synchronisés comme des danseurs, Raymond et moi allons à la rencontre de l'énergie noire du psychopathe désincarné. Au moment du contact, je ressens une atroce brûlure et la sensation horrible qu'on m'arrache les membres et les organes que je ne possède plus. Raymond ressent la même douleur. Nous tentons de reculer, de nous désengluer, mais sortir de son champ magnétique nous procure une nouvelle douleur de déchirement. Ce n'est qu'au prix d'un atroce supplice que nous parvenons à nous séparer de lui. Raymond me communique son désarroi, mais il ne veut pas lâcher. Il veut affronter cet ennemi ignoble qui est en train d'assassiner une seconde fois son petit-neveu. Il se contracte au centre du cercle nébuleux développé par Charvin. Les bords se resserrent lentement, avec l'intention ferme d'enclaver Raymond. Ce face-à-face en rappelle bien d'autres à Raymond. Des souvenirs des combats de rue, auxquels il participait avec sa bande des breaknecks. Littéralement, les briseurs de coups. C'était dans les années 80. Lui au centre, face à un adversaire d'une bande rivale, et les autres en cercle autour qui encouragent. Des paris s'engageaient, et Raymond récoltait pas mal de fric en remportant la plupart des combats contre les chiens de fer, les frelons noirs ou les pitons de la mort. Les breaknecks entonnaient leur chant de guerre avant et après chaque bagarre. Breaknecks, on casse la tête, on casse ton sexe. Breaknecks, on brise ton cou d'un seul coup. On ne faisait pas dans la finesse. Souvent, les combats à la loyale terminaient par une baston générale. Une fameuse nuit d'été, ce fut encore le cas. Les breaknecks devaient affronter les Black Vipers, les vipères noires. Les 2 bandes s'étaient réunies dans une grange abandonnée, éclairée par des braseros, de vieux tonneaux métalliques qu'on avait découpés et remplis de combustible. Une autre bande, les pitons de la mort, s'était incrustée en qualité de spectatrice. Lors de la mêlée finale, les braseros furent renversés et le feu se propagea à la vitesse du vent dans la paille et les charpentes de bois. Agglutinée vers la sortie encombrée, la foule n'eut pas le temps d'évacuer complètement les lieux. Les flammes et la fumée asphyxiante emportèrent une quinzaine d'entre eux. Raymond, les vêtements en feu, s'en était sorti in extremis. Mais il avait perdu ses meilleurs amis. Arnaud, Sam, Emeric, puis aussi Cad, Gégé, Didou et Joe. 7 potes qui lui avaient manqué tout au long de sa vie.
Après 3 mariages et 2 divorces, il était veuf depuis 5 ans. Plus de bas que de haut, mais même si ce n'était plus avec ses poings, Raymond n'avait jamais cessé de se battre. Et face à la menace diffusée par Charvin, il compte pas se dégonfler. Il est prêt à l'affronter. Il évoque son chant de guerre pour se donner du courage. Breaknecks, breaknecks, on te casse ta tête, on te casse ton sexe. Breaknecks, breaknecks, on te brise ton cou d'un seul coup. Breaknecks, breaknecks, on te casse ta tête, on te casse ton sexe. Tout autour de nous, je les vois s'extraire du néant. Arnaud, Joe, Gégé, Cad, Sam, Didou et Emeric. Les vieux potes de Raymond sont revenus pour lui prêter main forte. Disons plutôt, pour s'unir à son énergie et confondre le tueur évanescent. Celui-ci vibre d'une colère sourde en resserrant les mailles de son funèbre filet. Breaknecks, breaknecks. Les grégores des breaknecks se contractent en une masse compacte, une boule d'énergie que je vois scintiller. Les 3 vivants, Clara, Gérard et Jacques, ne voient rien de tout ça. Mais ils perçoivent la tension, la menace. Gérard opère un massage cardiaque sur la dépouille de son grand frère. Jacques s'acharne sur la poignée de la porte close. Charvin lance l'attaque à la manière d'une plante carnivore. Mais cette fois, c'est lui qui se brûle et se ratatine au contact des breaknecks. Breaknecks, breaknecks. La bande réplique. Elle se sépare en 6 faisceaux qui viennent frapper Charvin à 6 endroits différents avec la précision de laser. L'ombre noire se rétracte. La porte du living room s'ouvre enfin et les 2 frères tirent le corps de Raymond à l'extérieur. Je perçois Rémi, enfin libéré. Je l'intime à se sauver. Il disparaît dans un sourire. Mais la bande n'en a pas encore fini avec son rival acharné. L'ombre de Charvin se défend comme une vipère noire. Mais une vipère qui rétrécit à mesure des attaques de Raymond et de sa troupe. Rapidement, ce qui reste de Charvin se flétrit, se rabougrit, puis disparaît, avalé par lui-même, comme dans l'effondrement d'un trou noir. La frayeur laisse la place à une forme de joie. Breaknecks, breaknecks. Ici, les amis sont heureux de se retrouver. Et je les vois s'estomper, retournant ensemble au vagabondage de leurs esprits. Avec un des leurs en plus, à leur côté. Cependant, du côté des vivants, la douleur et la tristesse rivalisent encore avec la peur. J'aimerais leur dire que tout est fini, que tout va bien se passer, qu'ils ne doivent pas s'inquiéter, que mourir ça fait même pas mal. Mais je crains que communiquer avec les vivants ne les traumatise plus qu'autre chose. Alors je m'en abstiendrai désormais, tout en veillant sur Laetitia, depuis l'autre côté du voile.